Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ben, me voilà de retour, comme les hirondelles. Vous avez remarqué que c'était le printemps, les petits oiseaux chantent. Bon, de temps en temps, on se prend encore des seaux d'eau sur la figure. Dans ma région, ça déborde de partout, les rivières. La Loire est impressionnante, l'Indre et la Vienne, ça ne va pas mieux. J'espère qu'on finira pas les pieds dans l'eau. Bon, enfin, comme je suis sur un plateau, je ne risque rien. Je pourrais continuer à vous raconter des histoires. Eh ben, merci pour tout. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre générosité, comme d'habitude. Vous avez été remarquables, très aimables, très, très intéressant parfois dans vos observations. Je réponds pas à tout le monde, vous le savez, parce que j'en ai pas le temps, hein, hélas. Je vois que mon image devient verte. Vous voyez, je ne suis pas verte de rage. C'est pour aller probablement avec ma veste. Enfin bon, j'en suis verte de bonheur, en fait, comme les petites feuilles qui poussent sur les arbres en ce moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de particulier pour me rendre hommage et me dire qu'il aimait ma chaîne. C'est un jeune homme qui s'appelle le jardinier de la plage. Il a fait une petite vidéo, je sais pas si c'est sur TikTok ou Instagram. C'est Mathieu qui me l'a transféré et on voit mon nom écrit en grand sur une plage. Alors là, j'avoue que j'en suis restée baba. En tout cas, c'était une belle idée et surtout un bel hommage. Et je voulais remercier cette personne parce que j'avoue que c'est original. Voilà, donc je suis joyeuse et je vais vous raconter quelque chose cette fois qui est peut-être un peu moins joyeux parce qu'il y en a peut-être qui jouent à ça et c'est pas une bonne idée. Voilà, parce que ce truc-là, ça a l'air de rien, on croit que c'est rigolo et en fait ça l'est pas du tout. Voilà, on va parler du Ouija, on va parler du Charlie Charlie. On s'amuse entre copains, entre gamins, entre grands aussi et puis des fois bah, ça dégénère et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Voilà. Alors, vous le savez, au 19e siècle, on pratique le spiritisme à tout va. Dans les salons de l'époque victorienne, on ne se prive pas de faire tourner les tables. Les médiums vomissent des ectoplasmes, prédisent l'avenir dans des boules de cristal, par la voie de l'écriture automatique et je ne sais quoi encore, hein, parce que il y avait quand même une sacrée palette de choses qui touchaient à l'occultisme à l'époque. En tout cas, les amateurs de curiosité et de sensations fortes voulaient communiquer à tout prix avec les esprits et, si possible, pouvoir les voir se matérialiser sous leurs yeux. Alors, il y aurait une relative accalmie, la communication avec les esprits a trouvé un gain de vitalité, cependant un petit peu plus tard. Elle s'est d'ailleurs considérablement popularisée au cours de ces dernières années. Et c'est bien ça l'ennuyeux. Notamment avec le jeu de la fameuse planchette Ouija, que l'on peut désormais se procurer aussi facilement, vous le savez peut-être, qu'un paquet de bonbons. Et des personnes de toute génération, issues de toutes les classes sociales et en mal de sensations fortes s'y adonnent. Et depuis longtemps, la planchette n'est plus seulement réservée aux initiés, ni aux férus d'ésotérisme. Non, non, on s'amuse avec cela entre amis, comme autrefois avec le jeu de Monopoly ou le Cluedo. Vous vous souvenez, les parties de Cluedo, c'était rigolo. Bah maintenant, on joue au Ouija. Et sur les sites de vente en ligne, eh bien, le Ouija est répertorié d'ailleurs comme un jeu de société. Malheureusement, les adeptes de la petite planche magique sont souvent ignorants des risques qu'ils encourent en s'amusant avec cette planchette. En effet, la plupart d'entre eux ne connaissent strictement rien aux esprits malveillants qui hantent l'astral ou si peu, et ils vont imprudemment appeler de toute leur force ce genre de choses et bah, ils espèrent faire la causette avec un défunt, un esprit avisé qui va leur prévenir l'avenir. Ils vont prédire à l'avenir. Ils vont parfois tomber sur toute autre chose, hein, que le défunt. Donc la planche Ouija a actuellement la cote, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et la plus grande planche qui a été réalisée se trouve à Salem depuis octobre 2019. Elle couvre une surface de 121 mètres carrés. Et comme vous le savez peut-être, cette célèbre ville américaine qui a vu autrefois la fameuse histoire des sorcières de Salem abrite bah, aujourd'hui une armada de sorciers, de sorcières de tout poil. Il y a même un musée de la sorcellerie, je crois. Et puis, cette ville de Salem abrite aussi le siège du temple satanique. Une organisation qui se proclame officiellement athée et qui prône une action axée sur la défense des droits de l'homme. Elle utilise l'image de Satan pour promouvoir la justice sociale, la séparation de l'Église et de l'État. Et elle revendique l'idée d'encourager la bienveillance et l'empathie entre les peuples.
user de l'image de Satan pour ce genre de choses est quand même plus ou moins surprenant et je dirais qu'on croit rêver. J'ajouterais même qu'en 2019, l'école navale d'Annapolis, qui se trouve dans l'État du Maryland, qui forme les officiers de l'US Navy, a d'ailleurs autorisé à ouvrir un espace dédié aux aspirants membres du temple satanique. En 2018, le temple satanique a été jusqu'à installer une statue de Satan devant le Capitole de l'Arkansas. En 2021, c'est le Capitole de l'Illinois qui a accueilli une exposition du temple satanique sous sa coupole. Un Baphomet a alors été exposé comme un bébé dans un simulacre de crèche. En 2023, le Capitole de l'Iowa a lui aussi accueilli une exposition du temple satanique. Enfin, c'est vous dire que Satan n'a jamais eu autant le vent en coupe, que son image s'est peu à peu et naturellement démocratisée en même temps que progressait l'intérêt des humains pour l'occulte. En tout cas, le résultat de cette passion débridée pour les choses de l'occulte ne s'est pas fait attendre. Depuis quelques décennies, de plus en plus de personnes, jeunes ou moins jeunes, se sont mises à jouer avec la planchette Ouija ou au Charlie Charlie. Beaucoup ont d'ailleurs atterri aux urgences des hôpitaux ou dans des unités psychiatriques, le plus souvent parasitées par des entités dont elles entendent les voix qu'elles ne parviennent plus à faire taire. Or, le Ouija n'a rien d'un jeu se voulant simplement convivial. Les esprits qui se manifestent via la planchette Ouija sont rusés, ils ne sont pas une illusion, et plus grave, ils sont rarement ce qu'ils prétendent être, même si parfois ils commencent par dire des choses extrêmement justes pour attirer le chaland, si je puis dire. Sauf exception, ces esprits sont le plus souvent des trompeurs, des manipulateurs, des parasites énergétiques et psychiques, le plus souvent des consciences errantes mal intentionnées, et quand ce n'est pas pire, ainsi qu'on le verra, vous allez voir, il y a bien pire. Car pire, oui, il y a, bien entendu. En l'occurrence, des entités démoniaques qui peuvent se révéler d'une dangerosité extrême. Une fois que vous êtes hameçonné par l'une de celles-là, votre vie peut rapidement virer au tragique. Ce ne sont pas les exorcistes qui vous diront le contraire. Il y a des tas d'émissions sur YouTube notamment, où les gens parlent de leurs expériences, où des prêtres s'expriment, et vous verrez que c'est quand même très grave. Depuis longtemps, des cas dramatiques engendrés par la pratique de ce jeu que beaucoup, par ignorance, jugent anodin, sont légion. Dans cette vidéo, je traiterai de quelques cas qui sont pour le moins éclairants, vous allez le voir. Donc la planchette Ouija est née au 19e siècle. Elle va être annoncée par le New York Times dans son supplément d'édition du 28 mars 1886. Les lecteurs vont ainsi apprendre qu'une mystérieuse planche parlante permet de communiquer avec les esprits. Ce sera aussitôt l'engouement, évidemment, et la planchette plus tard sera baptisée Ouija, et elle sera fabriquée à partir de 1890 pour être commercialisée l'année suivante. Et la légende veut qu'elle ait reçu le nom de Ouija parce qu'un esprit en aurait soufflé le nom à son concepteur lors d'une séance de spiritisme. Comme vous pouvez le voir sur l'image, elle se présente sous la forme d'une planche de bois sur laquelle sont gravées les lettres de l'alphabet, une série de 10 chiffres, les mots oui et non, ainsi que la mention au revoir, parce qu'à la fin de chaque séance, il ne faut surtout pas omettre de dire au revoir aux esprits qui se sont manifestés, afin, dit-on, de couper le lien avec eux, à défaut de quoi on pourrait risquer gros. Lors d'une séance, un petit morceau de bois en forme de cœur, qu'on appelle communément l'alarme, et qui est ému par l'entité qui veut s'exprimer, se déplace vers les lettres. Ces lettres finissent par former des mots et même parfois des phrases. Ainsi se transmettent les messages des esprits. Alors, bon, il y en a peut-être qui n'ont pas joué avec la planche Ouija, mais avec le verre et les lettres, hein. C'est la même chose. Ça revient au même et on attire les mêmes emmerdements, si je peux me permettre ainsi. En tout cas, cette forme de communication n'est pas née d'hier. En Grèce, à l'époque de Pythagore, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, les séances de divination s'accomplissaient sur une table équipée de roues qui se déplaçaient pour aller pointer vers des signes et des symboles, ce qui permettait de recevoir les révélations du monde invisible. Au fil du temps, des dizaines de modèles de cette planche Ouija qui seront commercialisés par divers fabricants vont naître, hein, et puis leur succès ne tarira jamais jusqu'à ce jour, tout au contraire. Dans les années 40, un nombre incalculable d'Américains sont devenus addicts au Ouija. Pourtant, les incidents fâcheux n'ont pas manqué au point que les prêtres et les pasteurs protestants
n'ont eu de cesse de mettre en garde leurs ouailles et de faire attention, hein, parce que, ça pose des problèmes. Ils ont, expliqué que ça posait des cas d'infestation psychique, des possessions et que ça se multipliait dans tout le pays. Et c'est dans ce contexte que le célèbre ésotériste américain Mandy Hall va se fendre d'un article particulièrement alarmant sur cette pratique hautement dangereuse pour les non-initiés. Paru en 1944 dans une édition de la revue Horizon Magazine, son article rappelait que durant les 25 dernières années, 95% des profanes qui s'adonnaient à ce jeu de Ouija s'étaient régulièrement compliqué la vie avec les esprits, ceci avec des conséquences parfois dramatiques à des degrés divers. Vous voyez, on alertait déjà. Durant la Seconde Guerre mondiale et les années qui vont suivre, la mode du Ouija et de sa petite planchette va un peu s'atténuer pour mieux reprendre son essor quand le New Age va prendre son envol. Après une nouvelle accalmie, l'an 2000 et ses prédictions apocalyptiques feront encore redémarrer l'engouement pour ce jeu à risque, ceci allant crescendo depuis, et il se dit que l'année 2014 aurait d'ailleurs été une année record, puisque les ventes de cet article, cette planchette de Ouija, auraient, semble-t-il, augmenté de 300%. C'est vous dire. Considéré comme un simple jeu de divertissement, même petit qu'un jeu de société classique, on peut effectivement de nos jours s'en procurer un peu partout via Internet ou tout simplement au rayon jeux de société d'une grande surface du coin en allant remplir son petit caddie. S'il vous prend la curiosité d'aller y voir sur les sites des grandes enseignes de vente en ligne, eh bien vous trouverez sans difficulté des dizaines de modèles de la planchette, ceci dans toutes les gammes de prix. Lorsque j'ai travaillé pour la première fois sur le sujet du Ouija en 2019, j'ai découvert que l'une des grandes enseignes américaines du jouet, qui n'est autre que Toys R Us, avait eu l'audace de commercialiser dès 2010 un modèle de Ouija spécialement destiné aux joueurs en herbe, donc aux enfants. Vendu dans un pimpant emballage rose tendre, il visait manifestement les gamines, les petites filles, et le jeu pouvait même être vendu, comme vous pouvez le voir, avec sa petite mallette rose, ce qui permettait de le transporter aisément. Et le fabricant précisait alors qu'il convenait aux enfants dès l'âge de 8 ans. Voilà qui promettait quand même de bons petits moments, de frissons entre copines à l'heure des goûters. C'est quand même très inquiétant. Enfin bon, bref, en 2015, quand même, une pétition a été dirigée contre le distributeur Toys R Us, et ça a finalement abouti. Aujourd'hui, la marque ne vend plus ce jeu de Ouija, comme j'ai pu le vérifier. En 2019, j'avais aussi constaté avec stupeur, notamment sur le plus grand site de vente en ligne du monde dont vous devinez le nom, que sous la présentation de nombre d'articles de Ouija, figurait une minuscule mention suggérant qu'il pouvait convenir aux enfants et parfois même encore que l'âge minimum le plus souvent indiqué par les fabricants pour commencer de jouer à ce petit jeu était celui de 3 ans. J'ai cru mal voir, je me suis pincée pour y croire ce jour-là. En tout cas, ces jours-ci, en préparant mon sujet, je suis retournée sur ce site de vente en ligne et j'ai découvert que les choses avaient un peu changé. Toutes les mentions plus que discutables ont aujourd'hui disparu. L'âge minimal mentionné est désormais de 14 ans et plus, hormis sur un article sur lequel j'ai découvert qu'il était mentionné que l'âge minimum pour y jouer était de 3 ans. Ça, vous pouvez le voir, voyez. Sur ce site de vente en ligne bien connu, on peut aussi trouver divers articles, hein. Des t-shirts, des sacs de sport, des porte-clés, des foulards, enfin il y a de tout, hein, avec une planche Ouija là-dessus. Et puis j'ai trouvé aussi un joli petit collier orné d'une planchette rose, de la marque Kitty, la marque préférée des petites filles. Et ben il est présenté avec des mentions avenantes, ce petit collier avec une petite planche Ouija, histoire de l'habituer, la petite fille. Eh bien, il y a marqué parfait pour les jolies petites filles. Puis il est précisé aussi que ça convient aux apprentis sorciers, qu'il est un cadeau parfait pour les amis occultes à l'occasion d'une fête d'Halloween, une fête de Noël, d'anniversaire, et également des actions d'action et lors des actions de grâce. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'y crois pas, je me passe pour y croire. Eh ben si, c'est écrit noir sur blanc, vous pourrez vérifier. On l'aura bien compris, en tout cas, la génération d'Harry Potter a besoin de tous ces petits ustensiles pour que les bambins puissent développer en toute innocence leur vocation de gentils petits sorciers. Et c'est bien là le drame, car conditionnés dès l'enfance, ceux-là vont certainement continuer par la suite à s'y adonner plus tard et en toute inconscience. Alors moi, j'ai adoré Harry Potter. C'est vrai que c'est sympa, mais si on prend les choses au pied de la lettre,
ça peut mal tourner. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur l'historique. Cette planche de Ouija, qu'est-ce qui l'a inspirée? Eh bien, on a coutume de dire que l'invention de la planche de Ouija a découlé de l'aventure qu'ont vécu deux sœurs, deux jeunes américaines originaires de Hydesville, dans l'État de New York. En 1848, Margaret et Kate Fox, qui sont respectivement âgées de 12 et 15 ans, vivent avec leurs parents dans une maison hantée où des poltergeists se manifestent quotidiennement. Et un beau matin, l'idée va leur venir de communiquer avec l'esprit frappeur qui trouble la tranquillité de leur demeure, et elles vont ainsi s'amuser à répondre par des coups à ceux qui résonnent dans les moulures. Et voilà que le fantôme qu'elles baptiseront d'abord Splitfoot, autrement dit pied fourchu, va finir par leur répondre. Elles découvriront plus tard qu'il s'agit vraisemblablement de la manifestation de l'esprit d'un vagabond qui serait mort quelque temps plus tôt, et non du diable. En tout cas, encouragées, elles vont mettre au point un mode de communication assez simpliste avec l'esprit frappeur, un coup pour oui et deux coups pour non. Assez rapidement, elles vont affiner leur petite méthode en associant le nombre de coups aux lettres de l'alphabet, inventant ainsi les bases de l'illustre alphabet spirit qui donnera naissance des années plus tard à la planchette Ouija. Les sœurs Fox feront carrière et s'enrichiront jusqu'à ce que l'une d'elles finisse par avouer que tout n'était qu'une petite supercherie, et ça c'est pas toujours rappelé, mais je tiens à le souligner. Et puis, eh bien, ça continue à jouer à la planchette Ouija, bien plus tard, au XXe siècle. Dans les années 20, tout le monde se déchaîne, hein. Et puis le 7 mars 2020, non pas 2020, 1920, pardon, un fait divers peu banal s'affiche à la une des journaux américains. Beaucoup titrent sur la petite bourgade habituellement paisible d'El Cerrito en Californie, et on dit qu'elle a été prise de folie. 7 jeunes gens qui s'étaient amusés à faire parler les esprits à l'aide d'une planchette Ouija, eh bien, ont sombré dans une forme de délire, pour ne pas dire de folie. Une adolescente de 15 ans qui avait également participé à ce jeu a été retrouvée en train de déambuler nue dans une rue, débitant en boucle des propos incohérents. Enjouée, elle va expliquer aux policiers venus l'interpeller que sa nudité lui permet de mieux communiquer avec les esprits. Bah voyons. Mais ça va pas se limiter à ça, tout ça. C'est un incident tragicomique apparemment, mais c'est pas ça du tout, puisque dans les jours qui vont suivre, d'autres cas de démence vont se déclarer dans la ville. Ainsi, divers habitants qui n'ont pourtant même pas joué à ce truc-là vont devenir fous à leur tour, mais alors complètement siphonnés. On verra même un policier arracher soudainement son uniforme en pleine rue et se précipiter nu comme un verre dans une banque toute proche en hurlant comme un possédé. Même si la police s'y met, c'est quand même assez inquiétant. Et les autorités de la ville vont être vite dépassées. Les cas se multiplient un peu partout. On craint maintenant que l'épidémie se propage aux 1200 habitants de la bourgade, et des professionnels de santé vont être appelés à la rescousse et diagnostiqueront évidemment le cas classique, on en parle toujours, c'est de l'hystérie. Hystérie collective, bah voyons. Et en attendant, la planchette maudite sera formellement interdite de séjour dans cette ville par le maire et ses adjoints. Mais dans les journaux paraissent régulièrement des divers articles qui rapportent des incidents de toutes sortes avec cette planchette Ouija, avec des comportements particulièrement délirants de personnes ayant agi, disent-elles, sur ordre d'esprits contactés, et ceci par l'intermédiaire de leur planche Ouija. Pour autant, ça ne va pas décourager grand monde, hein. La planchette va continuer de se vendre comme des petits pains, et les gens à jouer frénétiquement. Parfois, certains seront tellement sous emprise que ça les mènera à se livrer à des comportements plutôt sidérants. En 1921, d'ailleurs, le New York Times relatera le cas d'une habitante de Chicago qui a laissé pourrir durant 15 jours le cadavre de sa mère dans son salon avant de l'enterrer dans la cour. Internée dans un hôpital psychiatrique, elle va expliquer au médecin qu'elle n'est pas malade, qu'elle va très bien, qu'elle n'a pas de manie et que c'est sa planche Ouija qui lui a demandé d'agir ainsi. Vous voyez ce que ça donne? Puis il y a des cas qui sont un peu plus terrifiants, et celui-là, vous le connaissez peut-être. C'est le cas qui a inspiré le fameux film L'Exorciste, qui a réjoui ou terrifié, ça dépend les cas, les amateurs de sensations fortes dans les années 70. Et croyez-moi que cette histoire n'est pas de la pure fiction, et je vais vous la relater maintenant. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, un adolescent à l'époque, qui s'appelle Robbie Mannheim,
connu parfois sous le nom de Ronaldo. Et cet adolescent originaire de la petite bourgade de Montrénier dans le Maryland va vivre quelque chose d'absolument terrifiant. Il est enfant unique d'un père ouvrier et il vit alors paisiblement avec ses parents et ses grands-parents. Il est calme, il est posé, il travaille bien à l'école, sa famille est fière de lui. Il montre un attachement aussi particulier à sa tante Harriet. Et la tante Harriet, comme beaucoup d'Américains, elle a une petite manie, elle s'adonne au spiritisme, elle pense qu'elle est médium, elle communique avec les esprits. Avec quoi? Avec la petite planche Ouija. Et ça fascine le gamin, qui va lui demander un jour de l'initier à la planchette. Ah oui, c'est un objet fabuleux. Elle va finir par accepter. Et là, ça va mourir un peu après, très exactement en 1946, d'une grave maladie. Et au cours de l'année 1946, le petit Robbie, qui est âgé de 14 ans, plonge dans la déprime. Il est effondré, il est inconsolable. Et assez vite, ses parents vont constater avec tristesse que leur fils change beaucoup. Mais alors beaucoup, 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 et très vite. Il n'est plus l'enfant joyeux et studieux d'antan. Désormais, il se montre introverti, peu bavard, il s'isole de sa famille. Au lieu d'aller jouer avec ses copains, il reste des heures enfermé dans sa chambre, sans que l'on sache exactement ce qu'il y fait. Ses parents sont convaincus que son attitude est pour le moins déconcertante et liée au chagrin qu'il éprouve d'avoir perdu sa chère tante Harriet, sa chère tante adorée, alors que dans le même temps, il remarque que des bruits étranges se produisent de plus en plus dans la maison. Ce sont de sinistres grattements, des coups qui se font entendre dans les murs, le père pense qu'il s'agit de rats, il va faire appel à une société spécialisée. Ça sera peine perdue puisque les raclements vont continuer de se produire. Plus inquiétant encore, la famille va constater à son grand désarroi que désormais, les objets se déplacent tout seuls sous leurs yeux. À certains moments, il y a même une image pieuse de Jésus-Christ qui a la fâcheuse idée de se mettre à cogner par saccade contre le mur sur lequel elle est accrochée. Ça commence à bouger dans la baraque, comme on dit. En tout cas, au fil du temps, les phénomènes vont encore empirer, et certaines nuits, la maison résonne même d'un tel vacarme qu'il devient difficile de fermer l'œil. Ce sont des salves de coups, des claquements et des bruits de pas qui se succèdent jusqu'au petit matin. Les Mannheim vont arriver à penser que ce doit être la tante Harriet qui se manifeste, sauf d'autant plus que les poltergeists se produisent essentiellement dans la chambre du jeune adolescent. Et comme ils savent que leur fils est proche, ils se disent peut-être que la tante va venir le voir et lui parler. Et la situation va encore s'aggraver pour devenir cette fois absolument terrifiante. Dès que l'adolescent s'allonge sur son lit, ce lit se met à trembler comme si des mains invisibles secouaient violemment. Autour de lui, les meubles se déplacent, les bibelots volent pour finalement aller se fracasser sur le sol. Un jour, il sera même éjecté de la chaise sur laquelle il était assis et projeté contre un mur. Il aura fait plusieurs mètres en volant. Mais le plus inquiétant, c'est que des traces de coups apparaissent désormais sur le corps de Robbie, comme s'il avait été violemment battu. Ce que les malheureux parents ignorent, c'est que ces troubles qui s'amplifient au fil des jours et qui commencent à les terrifier, résultent de l'activité secrète de leur rejeton. Depuis le décès de sa chère tante Harriet, celui-ci passe en effet le plus clair de son temps à jouer avec la planchette Ouija dans l'espoir de pouvoir communiquer avec elle. Donc c'est pas une bonne idée. En tout cas, les parents Mannheim, de confession luthérienne et pratiquants de surcroît, vont aller se résigner à faire appel à un pasteur qui sera le père Schulz. Celui-ci, d'un naturel pragmatique, va écouter attentivement leur récit ainsi que celui du jeune homme. Et autant le dire, il reste plutôt sceptique. Il va leur proposer de le faire examiner par divers médecins et psychiatres. Ces gens-là vont faire leur travail, mais ils seront formels, ils ne souffrent d'aucun trouble psychique. Et voilà qui est bien embarrassant pour le pasteur. En désespoir de cause, il va alors proposer à ses paroissiens d'héberger leurs gamins à son domicile afin de pouvoir observer la situation de plus près. Non qu'il ne doute de leurs paroles, mais il tient par lui-même à se faire une idée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas être déçu. Et puisqu'il va voir en effet un jour le fauteuil sur lequel est assis le jeune Robbie, qui s'est endormi, se mettre à se déplacer en glissant sur le parquet. À un autre moment, ce même fauteuil s'inclinera tout seul. Et un soir, dans le lit dans lequel on a couché le gamin, on va pas être déçu parce qu'on va voir que ce lit se met à trembler fortement
au point que le matelas va en être éjecté et ce matelas va faire une drôle de course, il va s'en éjecter, puis il va aller glisser doucement sous le lit. Surprise, surprise, hein. Et c'est comme s'il y avait des mains invisibles qui l'avaient mis sous le lit. Donc ça commence à beaucoup faire. Et à diverses autres occasions, le pasteur va observer les meubles pris de vibrations intempestives. Il entendra de violents coups frapper dans les murs et assistera à divers phénomènes de toute nature dépassant l'entendement. À son corps défendant, il finira effectivement par être convaincu que Robbie Mannheim est bel et bien possédé par le démon. En désespoir de cause, il va tenter un exorcisme, lequel ne donnera d'ailleurs aucun résultat probant. Tout au contraire, puisque tout va se déchaîner et les phénomènes vont s'aggraver. Donc il va alors proposer aux parents, Mannheim de les mettre en relation avec un jeune prêtre catholique qui s'appelle le père Hugues, en lequel il a toute confiance. Dès le premier contact, ce prêtre va saisir que l'adolescent est bel et bien possédé. Il va d'abord remarquer qu'il affiche un regard mauvais et vide, et surtout qu'il fixe avec une expression de profond dégoût et de rage contenue tous les livres de prière et les objets sacrés qui se trouvent dans son bureau. C'est alors que le pire va se produire tout à coup, puisque la chaise sur laquelle le père Hugues est assis va littéralement se soulever et le projeter. Il sera projeté donc violemment contre un mur. Il s'en sortira heureusement sans dommage. Sans perdre de temps, il va fixer Robbie Mannheim droit dans les yeux et va lui demander en latin de décliner son nom. Et celui-là va lui répondre du tac au tac: « Je suis Légion ». Après ce premier contact pour le moins mouvementé, l'état psychique du jeune homme va brutalement empirer. À la fin du mois de février 1947, il sera admis à l'hôpital de Washington, alors géré par des jésuites auxquels le père Hugues a demandé de l'aide pour mener à bien les séances d'exorcisme. Il a été décidé que celles-ci auraient lieu au sein même de l'établissement. Malheureusement, cela n'apaisera en rien Robbie Mannheim, qui se montrera de plus en plus agressif. Agité en permanence, il crache, il pousse des cris, des hurlements de démon, et on en viendra à l'attacher pour pouvoir garder le contrôle. Le jeune prêtre va donc décider de passer à la vitesse supérieure en pratiquant ses rituels d'exorcisme durant 3 nuits consécutives. Hélas, rien n'y fera. À chaque séance, l'adolescent se montre de plus en plus violent. Désormais, il hurle des grossièretés et des insultes épouvantables. Au cours du dernier rituel, il va même inexplicablement parvenir à se libérer de ses liens, des liens qui l'entravent, on l'avait attaché, hein, et arracher un ressort du matelas de son lit avec lequel il va sérieusement blesser le prêtre. Entaillé profondément du poignet au coude, la blessure nécessitera plusieurs points de suture. Découragé et dépassé par la situation, le père Hugues va déclarer forfait, et c'est ainsi que l'adolescent quittera l'hôpital pour regagner le domicile familial. Pour le couple Mannheim, la situation est évidemment dramatique. Leur fils est constamment agité et surtout, il constate que chaque jour, son corps présente d'étranges blessures, des coupures, des griffures, des ecchymoses et de multiples contusions. Une nuit, sa mère qui le veille verra même une inscription apparaître soudainement sur sa poitrine. En toutes lettres, il est gravé dans sa chair le mot Saint-Louis. Elle va alors penser qu'il s'agit d'un message du ciel, qui leur désigne la voie du salut, et c'est ainsi que la famille va déménager dans la précipitation pour la ville de Saint-Louis, où la mère de Robbie a des parents, la famille. On va d'abord faire examiner Robbie par les médecins de la ville, mais ceux-là baisseront bien vite les bras. Son cas ne semble pas de leur ressort. Les Mannheim vont donc se réfugier dans le désarroi, et puis finalement se résigner à faire de nouveau appel à l'église. Et c'est à ce moment qu'un de leurs cousins va prendre l'initiative de confier le drame qui les frappe à son professeur d'université, un certain révérend Raymond Bishop. Celui-ci va conseiller de s'adresser au doyen évêque du diocèse de Saint-Louis, le père William Bowdern, en lequel il a toute confiance. Et c'est ainsi que les deux religieux vont venir visiter Robbie Mannheim à plusieurs reprises. Aux questions qu'il lui pose, le jeune homme répondra systématiquement par la menace, avec une voix sinistre et gutturale, tandis que dans la pièce, les objets volent dans tous les sens. Les chaises se renversent, c'est un désastre. Convaincu qu'effectivement il est possédé par des esprits démoniaques particulièrement puissants et retors,
Les prêtres vont à leur tour décider de pratiquer un exorcisme. Voilà. Excusez-moi, je bafouille. Je suis sous le coup, hein. C'est compliqué à raconter ça. Autant le dire, le père Bodern n'est pas très rassuré, car le cas du jeune Robbie dépasse de bien loin ce qu'il a déjà vu. Il a bien saisi aussi qu'il risque gros et que le rituel qu'il s'apprête à réaliser pourrait bien être dangereux pour son intégrité physique. Il ne tient surtout pas à se faire blesser comme son prédécesseur. Cette fois, il décide qu'il faut prendre de grandes mesures et qu'il faut se faire assister et agir avec méthode et prudence. C'est ainsi qu'il va faire appel à quelques prêtres, dont le père Walter Halloran, qui va se révéler être un assistant précieux. Dès la première entrevue avec les religieux, Robbie Mannheim va se déchaîner. Il hurle d'une voix démoniaque, des injures absolument épouvantables, des obscénités, et leur adresse des propositions sexuelles à faire rougir un corps de garde. Il n'a de cesse de les menacer du pire en leur crachant au visage, tout en leur hurlant de déguerpir au plus vite. À un moment, saturés par ces litanies d'horreurs plus graveleuses les unes que les autres, les prêtres vont se résigner à lui maintenir un oreiller sur le visage pour ne plus l'entendre. Pour autant, ils ne vont pas perdre courage. Durant les 3 semaines qui vont suivre, ils vont réitérer leur séance d'exorcisme. Autant le dire, ça n'a rien d'une cure de jouvence, car en dépit de sa frêle apparence, le jeune homme qui est de plus en plus souvent attaché, d'ailleurs on l'attaque systématiquement, peut se montrer soudainement d'une violence extrême, d'une force qui dépasse l'entendement. Il cassera d'ailleurs le nez d'un des prêtres. C'est pas rien. Les jours passent et malgré les efforts de ces courageux religieux, rien n'y fait. C'est même de pire en pire. La rumeur s'est répandue, les journaux en parlent maintenant, notamment un journal de l'année 1948 que vous voyez là, et qui évoque son cas. En attendant, la situation est devenue si ingérable que ses parents n'auront d'autre choix que celui de le faire à nouveau hospitaliser. Ce sera cette fois à l'hôpital Saint-Alexius de Saint-Louis, un établissement qui est géré par des moines catholiques. Là-bas, on va d'office décider de l'éloigner des autres patients en le confinant dans une chambre. Ainsi, nul ne peut entendre de jour comme de nuit ces litanies de grossièreté et ces hurlements constants. Par précaution, les fenêtres de la chambre ont été scellées. Sa porte ne peut s'ouvrir que de l'extérieur, elle n'est meublée que du strict minimum. Pour être franc, les médecins qui vont l'examiner n'y comprennent pas grand-chose. Il semble en effet ne souffrir d'aucune pathologie psychiatrique connue. Il se révélera donc incapable de poser un diagnostic. Chaque jour, le père Bodern continuera de venir réciter ses prières d'exorcisme, et c'est à ce stade des choses que le père Halloran et les autres prêtres vont constater que le père Bodern commence à pas aller vraiment bien. Le père Bodern est non seulement épuisé physiquement, mais il semble aussi souffrir d'une sorte de déprime qui cadre mal avec sa personnalité habituellement joviale. Il faut savoir que c'est un ancien militaire qui a une belle force de caractère. Habituellement, il ne s'en fait pas compter. Et là, il a totalement changé. Il paraît radicalement transformé. On le sent désormais apeuré et même proche de la dépression. Que faire en l'état des choses? Robbie n'a pas été baptisé. Peut-être faudrait-il qu'il le soit. Après concertation avec ses parents, l'enfant, enfin le jeune homme, puisque c'est pas un gamin, recevra le sacrement du baptême et sera ainsi converti au catholicisme. Les Mannheim pensent ainsi que cela le renforcera et l'aidera peut-être à repousser les forces démoniaques qu'il possède. Ceci fait, on va évidemment vouloir le faire communier, et alors qu'il s'est jusque-là tenu à peu près tranquille, exceptionnellement, l'administration de ce nouveau sacrement va avoir pour effet de déclencher une poussée de violence absolument insensée et quasi incontrôlable. Une fois l'hostie avalée, les démons qui l'habitent vont se déchaîner comme jamais. Et cela va monter en puissance au fil des jours qui vont suivre, jusqu'à ce qu'un soir, Robbie déclare au prêtre d'une voix ferme, qui est pour une fois la sienne, parce que d'habitude il change de voix. Et voilà ce que les prêtres entendent. Satan, Satan, je suis Saint Michel et je vous ordonne à vous, Satan et les autres esprits mauvais, de quitter ce corps immédiatement. Le père Halloran rapportera avoir vu, au moment précis où Robbie prononçait ces paroles d'une voix claire et assurée, des marques se dessiner sur sa poitrine. Il s'est en effet inscrit en lettres de sang les mots enfer et mal.
En tout cas, l'intervention miraculeuse de l'archange Saint-Michel aura porté ses fruits. Dans l'instant, Robbie Mannheim aura été délivré de son emprise démoniaque. Désormais, son regard est clair, apaisé, il est redevenu le jeune homme agréable d'autrefois. Quelques jours plus tard, il assistera à une messe durant laquelle il recevra avec dévotion la communion. La famille quittera ensuite la ville de Saint-Louis pour regagner son domicile du Mont-Rainier. Le jeune homme, redevenu studieux et enjoué, reprendra le cours normal de sa vie. Plus tard, il se mariera, il deviendra papa et même grand-père, et il ne conservera aucun souvenir des moments qu'il a vécus, comme c'est bien souvent le cas des victimes qui ont été possédées par le démon. Cette dramatique histoire démontre, s'il en est encore besoin, à quel point on prend des risques en s'adonnant à ce funeste jeu de Ouija. Elle démontre aussi que les exorcistes ont parfois bien du mal à faire fuir ces entités démoniaques qui sont envahissantes et qui peuvent se montrer particulièrement agressives. Alors maintenant, je vais vous parler d'un démon peu ordinaire qui s'appelle Zaboul. Alors Zaboul, c'est un certain, ça va concerner un jeune homme qui s'appelle David. Une nuit de 1980, David et son ami Gérard sont deux adolescents qui sont âgés de 16 ans, qui habitent une petite ville rurale du Middle West des États-Unis. Ils décident de s'amuser avec une planchette Ouija. Ce serait tellement drôle si les esprits se manifestaient et s'ils se mettaient à parler. Et soudain, bingo! Une entité se manifeste, elle prétend se nommer Zaboul et annonce qu'elle se trouve derrière la porte. Donc un peu tremblant, ils vont ouvrir la porte d'un placard, ils pensent que c'est ça, il n'y a rien. Ils vont ensuite ouvrir celle de la chambre, la porte de la chambre, et là, ça donne sur le couloir, mais il n'y a toujours rien derrière la porte. Mais cette porte, sous leur nez, et sans aucune raison, va se refermer très violemment, et ça va leur ficher une telle frousse qu'ils vont pas vouloir rejouer pendant un petit temps. Malheureusement, la curiosité aidant, ils vont recommencer avec cette maudite planchette dans les jours qui vont suivre. Au fil des séances, Zaboul va devenir de plus en plus menaçant, si bien que terrifiés, ils mettront cette fois un terme définitif à ces séances. Les choses en resteront là. Mais les années passent et aucun incident ne se produit. Mais d'un seul coup, ça va revenir. David étudie alors à l'université et un jour, il va voir des copains, ils sont dans leur chambre et ceux-là sont en train de jouer avec une planchette Ouija. Et immédiatement, l'alarme du jeu va s'affoler. Elle ne cesse d'afficher les lettres qui forment le mot Zaboul. Ses amis ne comprennent pas ce qui se passe, puisque ça n'arrivait pas jusqu'ici. La planchette, enfin l'alarme était plutôt calme, hein, et là ça se déchaîne. Et comme elle va continuer d'afficher frénétiquement le nom de l'entité Zaboul, David va proposer à ses copains qu'on lui demande si elle le connaît. Et là, la réponse ne va pas se faire attendre, ça sera oui. Troublé, le jeune homme va quitter la pièce et aussitôt, la planchette va se calmer. À une autre occasion, il va encore se retrouver en présence d'amis étudiants qui s'amusent avec ça. La planchette va encore afficher le nom de Zaboul et dès qu'il va s'en approcher. Jusqu'ici, rien de tragique, vous me direz, mais ça commence à faire beaucoup, hein, et ça le contrarie un peu. Et c'est en fait bien des années plus tard, dans le cours de l'année 2000, que les ennuis vont vraiment commencer et que la situation va dégénérer. Alors que David vient d'emménager dans un appartement de Jacksonville en Floride et qu'il est en train de faire la cuisine, une haute silhouette brumeuse et sombre va soudain se manifester et se matérialiser devant lui. Il s'agit d'une sorte d'ombre immense qu'il reverra un peu plus tard dans la soirée alors qu'il est en train de regarder la télévision. Elle va se manifester à quelques reprises, mais la plupart du temps, il la ressentira sans la voir. Lorsque son petit ami du moment va emménager avec lui, les choses vont encore empirer. Ce seront d'abord des manifestations de poltergeist, puis des verres qui vont se briser au milieu de la nuit. Des coups violents ébranleront souvent à la porte d'entrée de l'appartement. Lorsqu'on va ouvrir, c'est la surprise, il n'y a rien, évidemment. Ça frappe à la porte, mais il n'y a toujours rien. Au fil des jours, l'ambiance va devenir de plus en plus oppressante dans l'appartement car l'entité est devenue plus agressive et envahissante que jamais. Désormais, dès que David se met au lit, il sent qu'elle se glisse à ses côtés ou qu'elle plane au-dessus de lui. Il a beau se mettre à prier, rien n'y fait jamais. Ses chiens s'agitent, grognent et parfois se mettent à aboyer comme des fous en pleine nuit. Le malheureux va finir par souffrir d'attaques de panique à répétition.
Si bien que sa relation avec son compagnon va sérieusement prendre du plomb dans l'aile, et les désordres cesseront finalement quand ce dernier aura déclaré forfait et aura quitté David. Après cela, l'entité ne se manifestera plus. David se demandera évidemment si ce qu'il a vécu pourrait être la conséquence des parties de Ouija auxquelles il s'est adonné dans sa jeunesse. Il ne le saura jamais. Il n'aura désormais de cesse que de mettre en garde ses relations sur la pratique de ce jeu qu'il estime extrêmement dangereux. Et alors après Zaboul, parlons de Zozo. Vous allez voir, Zozo, ça a l'air sympa comme ça, comme nom, mais c'est pas sympa du tout. Alors, il semble que cette dangereuse entité se soit manifestée pour la première fois en 1816, bien avant qu'on crée la plante Ouija. Dans le petit village paisible de Teddy, en Picardie, situé non loin d'Amiens, eh bien, une jeune fille de 18 ans se retrouve enceinte. Et là, à cette époque-là, c'est pas une bonne idée, hein. Donc sa situation est évidemment tragique, car on va immanquablement la traiter de dévergondée. Il est à peu près certain que sa famille, sa communauté vont la rejeter. Alors, une idée perce, elle lui dit, elle se dit, je vais faire un petit stratagème. Elle croit que c'est astucieux, et comme ça, elle pourra se dédouaner des accusations de filles perdues qui vont lui tomber dessus. Et lorsqu'on va découvrir le poteau rose. En fait, ce qu'elle a trouvé, c'est rien de moins que de clamer à qui veut l'entendre qu'elle a été la victime de diablerie. Comme ça lui permettra d'expliquer son état et de faire passer la pilule. L'ennui, c'est que bien vite, son comportement va devenir on ne peut plus étrange, pour ne pas dire inquiétant. Des villageois la croisant ainsi plus d'une fois en train de déambuler à quatre pattes, tantôt en avant, tantôt en arrière. Parfois, elle marche sur les mains, les pieds en l'air, les jupes retroussées. À d'autres moments, on la voit violemment projetée en avant ou en arrière comme si une main invisible la malmenait. En désespoir de cause, on se résoudra évidemment à faire appel à un père jésuite qui va pratiquer un rituel d'exorcisme pour la soulager de l'emprise de ses diablotins. Ceux-là se présenteront sous les noms plutôt amusants de Mimi, de Crapoulet et de Zozo. Si Mimi va décamper sans demander son reste, Zozo, en revanche, va se montrer beaucoup plus récalcitrant. Il finira tout de même par baisser la garde au bout d'un moment, et de quelques séances en tout cas, et s'enfuira en brisant le vitrail de l'église. Quant à Crapoulet, lui, il va faire de la résistance. Hein. Jusqu'au bout, il se montrera le plus retors des trois, et ne trouvera rien de mieux que d'aller se réfugier au creux du pain d'homme de la pauvrette, en l'occurrence son vagin. Bon, enfin... C'est ce que prétendra le jésuite, qui évidemment voudra aller y voir pour les besoins de la cause, ce qui ne manquera pas évidemment, comme on s'en doute, de provoquer un grand scandale. La jeune fille finira pour avouer donc son état à un proche, lequel fera aussitôt cesser l'outrage et s'empressera de la faire hospitaliser. Quant au moine, il sera interdit d'exorcisme sous peine de condamnation. Fut-il possédé à son tour, on n'en sait trop rien, l'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que Zozo a été répertorié dans le fameux dictionnaire infernal publié en 1918 par Colin de Plancy, qui souligne qu'il s'agit d'un démon particulièrement dangereux et tenace. Très étrangement, ce démon va refaire parler de lui avec le développement de la planche Ouija. Voilà. Ces dernières décennies, nombre d'apprenants qui se sont aventurés à jouer avec la maléfique planchette diront en effet s'y être trouvés un jour confrontés et avoir même subi parfois son emprise. À l'usage, on a pu constater qu'il s'attaquait de préférence aux jeunes filles. Ces victimes privilégiées étaient aussi et sont toujours d'ailleurs des personnes à tendance dépressive et suicidaire. Et Zozo a la particularité de se montrer plutôt résistant au rituel d'exorcisme. Bah oui. Nombre de ces victimes rapporteront qu'au premier abord, il semblait plutôt sympa. On pouvait discuter gentiment, et puis d'un seul coup, ça se gâte. Hein. Au début, il se fait passer en général pour un ami ou un défunt. Un ami défunt ou un parent défunt, vous voyez. Puis après, une fois que c'est fait, il change de ton. Il décline sa véritable identité, ses Zozo, et tout change complètement. Hein. Son ton et son discours ne sont absolument plus les mêmes. L'aimable Zozo devient alors profondément malveillant et ordurier pour finir carrément menaçant. Et lorsque la personne visée par ce hargne réalise enfin qu'il ne plaisante pas, il est déjà bien trop tard. Et lors de certaines séances de Ouija, diverses personnes ont ainsi été véritablement possédées par Zozo. Cette entité ne se privait pas en effet d'utiliser leur corps. Toutes ces victimes se sont mises à adopter des comportements inattendus autant qu'inquiétants.
Des témoins les ont vus ainsi atteindre de violents tremblements, se mettre à rire de manière incontrôlable, à pousser des hurlements, se mettre à pleurer, ce sont des crises d'hystérie. Les voix de ces gens sont modifiées et elles se mettent alors à proférer le plus souvent des insultes et des menaces. Certaines d'entre elles se sont soudain mises aussi à agresser physiquement, des participants à la séance de Ouija. Il n'était pas rare qu'après des séances de Ouija qui avaient dégénéré, l'entité Zozo continue à faire parler d'elle et à se manifester sous la forme d'une ombre. Il lui arrivait également d'envahir ses rêves, les rêves de ses proies. Donc les gens rêvaient de Zozo, hein. Ne parlons pas des poltergeists et de certains accidents, qui lui ont également été attribués. Ce qui est certain, c'est que quelques-unes de ces victimes ont tout de même fini par être internées dans des unités psychiatriques après avoir été confrontées à elles lors de séances de Ouija. Même si l'entité Zozo s'est manifestée lors de séances de Ouija pratiquées dans le monde entier, c'est tout de même aux États-Unis qu'elle est la plus souvent repérée, qu'on la trouve dans des séances de spiritisme. Donc, faut faire attention dans tous les pays, mais bon, aux États-Unis, c'est pire, hein. Et on ne peut passer sous silence un cas qui est celui de Darren Evans. C'est un homme, c'est un Américain. Lors de la première séance à laquelle il participe, l'entité va se montrer plutôt agréable, comme d'habitude. Ceci, même si l'alarme de la planchette s'agite frénétiquement, hein, et elle répète inlassablement son nom, comme si elle était devenue folle. Donc Zozo, Zozo, Zozo. Et le vent va tourner. Lors de séances qui vont suivre, Zozo va changer soudainement de partition. Il s'agitait là sur la planchette, mais ça allait encore. Mais d'un seul coup, voilà que Zozo profère des menaces explicites et annonce au jeune homme que lui et sa famille vont bientôt finir en enfer. Et la situation va encore empirer. À certains moments, il devient comme possédé. Divers témoins l'entendront parfois s'exprimer en langue, notamment en hébreu et en latin. Et peu après, Darren Evans retrouvera sa petite fille âgée de 1 an en train de se noyer dans sa baignoire. Sa maman venait juste de sortir de la salle de bain et il entrait pour la surveiller. Et lorsqu'il a découvert que le robinet d'eau s'est mystérieusement ouvert, il aura le temps que de sortir la gamine du bain. Elle s'en sortira sauve puisqu'il est intervenu à temps. Mais le lendemain, voilà qu'elle tombe malade. Et on va la mettre à l'isolement à l'hôpital, on l'a emmenée d'urgence. Elle souffre d'une affection étrange que les médecins ne parviendront pas à diagnostiquer. Elle restera hospitalisée, la pauvre petite, durant 14 jours. Lui-même sera physiquement attaqué un jour par Zozo. Il s'en sortira couvert d'ecchymoses, d'égratignures et de griffures. Et ce ne seront pas les seuls incidents dramatiques auxquels Darren Evans sera confronté. Dans le même temps, la maman de la petite fille a radicalement changé de comportement et d'humeur. De douce et enjouée, elle s'est renfermée sur elle-même au point de devenir insensible. Elle semble parfois perdue dans une sorte de transe. Et juste avant que ça ne la prenne, Zozo avait annoncé, via le Ouija, qu'il allait la posséder et dévorer son âme. Alors que Darren Evans était un musicien de rock, et qu'il avait demandé un jour à la tablette de lui proposer un nom pour le groupe de musiciens qu'il entendait former, eh bien la planchette avait répondu Iron Tongue, autrement dit la langue d'acier. Et là, alors il se trouve qu'il va y avoir une coïncidence troublante, c'est que juste après, sa petite fille va avoir soudain sa langue qui se met à enfler, mais démesurément. Elle a l'air d'une gargouille. Son visage est complètement déformé par cette langue qui est dure comme de la pierre, qui la déforme et qui l'étouffe. Elle commence à s'asphyxier. Elle va donc être transportée d'urgence à l'hôpital. La cause de cet édème ne sera jamais déterminée par les médecins et la petite mettra beaucoup de temps à s'en remettre. Donc, dans la maison de Darren Evans, la situation et l'ambiance n'est pas très calme. Sorties de nulle part, des tribus d'araignées envahissent aussi parfois les lieux. Des objets se déplacent ou semblent jetés à travers de la pièce par une main invisible. Les portes s'ouvrent et se verrouillent toutes seules. Les lampes s'allument, s'éteignent ou clignotent sans raison. Les invités du couple, évidemment, ne veulent plus passer une nuit là-bas, car ils sont terrorisés par des voix effrayantes qui semblent sortir des murs. C'est la joie. Et un soir qu'il vient de se mettre au lit, bien, Darren Evans va entendre un rire absolument épouvantable résonner dans la chambre.
et ça va paniquer, ça va complètement le paniquer, lui et sa compagne. Hum. Une nuit, il sera réveillé par la sensation épouvantable de suffoquer. Des mains invisibles sont en train de l'étrangler, et la nuit suivante, sa compagne va vivre exactement le même phénomène. Un autre soir qu'il va discuter avec son beau-frère d'une possible malédiction qui pèse sur sa famille, l'idée va lui venir de hurler: «Je chasse cette malédiction au nom de Jésus-Christ». Alors là, ça va pas être de la table, puisqu'il va y avoir une détonation absolument épouvantable qui va résonner dans la maison et faire trembler ses murs. Et ça va être entendu par les voisins qui vont se demander ce qui s'est passé, qui vont se précipiter à la porte pour prendre des nouvelles, c'est vous dire. Et ce n'est pas fini. Finalement, la compagne de Darren Evans va le quitter, il va retrouver une autre copine, il va partir vivre dans le Michigan et entre-temps, heureusement, il a abandonné sa pratique du Ouija. Évidemment aussi, il va conter, ses petits malheurs à sa nouvelle copine et celle-ci, ça lui passe au-dessus, elle croit pas du tout à tout ça. Et là, il va vouloir la convaincre. Il va rien trouver de mieux que d'imprimer une planche Ouija qu'il a trouvée sur le net. Il fait ça sur une feuille de papier et ça sera illico, le retour de Zozo. Hein. Pas très futé comme idée quand même. Enfin, franchement, il y a des moments où on se pose des questions. En tout cas, cette fois, l'entité va déclarer qu'elle vient du cyberespace et lorsqu'il va insister pour en savoir davantage et lui demander des précisions sur ce qu'elle veut dire, eh bien la planchette va inscrire le mot collier de crâne suivi du mot miroir. Et c'est à ce moment-là, juste à ce moment-là, qu'il va entendre un hurlement strident. Elle provient de la chambre du couple où la nièce de sa compagne, qui est âgée de 7 ans, regarde la télé avec un petit copain. Et Darren Evans va trouver, en allant y voir, les malheureux enfants absolument terrifiés. Et qu'est-ce qu'il va voir? Accroché sur le miroir, pendu au mur de la chambre, se trouve un collier de crâne. C'est une sorte de collier un peu hard, hein. Sa petite amie avait fixé un peu plus tôt sur un montant du lit. Et ce truc a dégagé sur le miroir, où il se balance tranquillement. Mais ce qui effraie tout le monde, et Darren Evans aussi, c'est que les crânes ont des petits yeux brillants, et que les petits yeux brillants, ils ont l'air tout à fait vivants. Vous voyez l'effet. C'est un peu glaçant quand même. En tout cas, de sceptique, la petite amie va devenir accro au Ouija. Elle va d'ailleurs courir acheter sur le champ une vraie planchette, allons-y, et tout le monde va se mettre à jouer allègrement, y compris les nièces. Olé! Sa vie dévastée, Darren Evans finira par sombrer dans la dépression, on peut le croire, on peut croire que c'est inévitable, ce genre de truc, à la fin, ça le fait plus, il faut quand même le comprendre. Et il va se faire lanceur d'alerte après ça. Il va informer les gens sur les dangers du Ouija. Il va écrire un bouquin, The Zozo Phenomenon, qui relate évidemment sa tragique histoire. Dans ce livre, il va dénoncer les méfaits de Zozo, mettre en garde les gens sur cette entité démoniaque dont il a découvert avec surprise qu'elle avait gâché la vie d'un nombre incroyable d'individus. Il a quand même mis du temps à réagir, à comprendre ce qui se passait. En tout cas, il a bien eu raison d'alerter les amateurs de Ouija. Oui, sans s'en rendre compte, quand on joue à ça, on prend le risque de se trouver confronté à cette entité particulièrement maléfique qui commence vraiment à faire sérieusement parler d'elle dans le monde entier, y compris en France d'ailleurs, puisqu'en 2015, eh bien, il y a eu un cas où avec des gamins du lycée d'Orthez en France, donc, qui jouaient avec ça, ils se sont retrouvés face à Zozo et c'est parti en live, hein. Voilà. Nombre de sceptiques soutiennent que cette histoire de Zozo n'est évidemment qu'une légende urbaine. Pas si certain que ça, parce que j'ai quand même trouvé pas mal de choses sur le net qui démontrent que elle semble bien exister et qu'elle provoque pas mal de méfaits. Et c'est plutôt flippant parfois ce que j'ai lu. Pour en terminer avec Zozo, je précise qu'il semblerait que cette entité démoniaque signalerait aussi sa présence en se dessinant des 8 ou des Z inversés. Alors ça, c'est peut-être pour ceux qui font de l'écriture automatique. Et alors, il y a une drôle d'histoire que je vais vous raconter maintenant, et qui va amener une entité assez surprenante. Vous allez voir que c'est assez surprenant, cette histoire. Il est arrivé que des adeptes de la planchette infernale, parce qu'on peut la qualifier ainsi, se soient retrouvés confrontés à de singulières entités. Et ça va être le cas d'une américaine qui s'appelle Laura Carter. C'est une toute jeune adolescente.
Par une belle soirée de l'été 1985, avec 3 de ses amis, elle a décidé de s'amuser un peu et on va faire, une petite partie d'interrogation aux esprits via une vieille planchette qui date des années 40 et qui appartenait au frère de l'une des filles. Elle se souvenait, elle se souvenait d'avoir vu, les 3 gamines là, elle se sou enfin ados, plus que gamines, d'avoir vu, une histoire de planchette dans un film d'horreur, donc là, on va y aller. Bon, dans un premier temps, la planchette répond plus ou moins, à des questions qui tournent autour des garçons. Alors tant qu'à faire, elles vont tenter un contact avec certains défunts de leur famille. Là encore, ça sera pas terrible, pas de succès sur le sujet, la planchette répond pas vraiment. Mais c'est à ce moment que par 2 fois, la lumière de la pièce où les gamines se trouvent va s'éteindre et se rallumer. L'ambiance qui était tout jusque-là à la rigolade va être soudain pesante et courageuse, mais non téméraire. Les demoiselles vont décider prudemment d'en rester là. Mais durant la nuit qui va suivre, Laura Carter va sentir une angoisse inexplicable l'envahir, donc elle va difficilement parvenir à se débarrasser et qui va l'empêcher de s'endormir. Et cette angoisse va s'amplifier encore le lendemain, notamment lorsque l'électricité s'éteindra encore une fois sans raison vers les 18 heures. Plus tard dans la nuit, elle sera réveillée en sursaut par le cri sinistre d'un animal qui va la plonger dans l'effroi. Ça semble provenir d'un petit bois qui est situé derrière la maison familiale. Elle va se lever pour aller regarder à la fenêtre, mais l'obscurité est telle qu'elle ne distinguera rien. Ce soir-là, elle s'endormira avec beaucoup de difficultés. Vers 2 heures du matin, une odeur épouvantable de choux pourris va la faire se réveiller en sursaut. En se redressant pour allumer la lampe de chevet, elle va alors distinguer dans l'obscurité de sa chambre une immense et massive silhouette dont le corps est couvert de longs poils. Elle se tient recroquevillée dans un coin de la pièce et va soudain se relever et se diriger vers le lit. Mon Dieu! La malheureuse fille est terrifiée, d'autant plus qu'elle réalise qu'elle ne peut pas crier pour appeler ses parents. Plus grave encore, elle est incapable de faire le moindre geste, puis c'est totalement paralysée. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Bah, vous allez voir pourquoi. L'inquiétante créature, recouverte de longs poils, sombre, ressemble à un croisement de singe et d'humain. Ses bras sont anormalement longs et elle va s'approcher d'elle. Elle va se baisser pour la fixer droit dans les yeux. Et là, la pauvre jeune fille, la pauvre Laura Carter, va découvrir que ses yeux sont blancs argentés et qu'ils n'ont pas de pupilles. Lorsque Laura Carter verra son visage de près, bah, ça ressemble à celui d'un homme singe, un homme préhistorique, mais très très ancien. Pétrifiée, elle va la voir, cette créature, lentement se reculer et puis se fondre dans l'obscurité de la pièce avant de se volatiliser comme si elle avait été aspirée par l'ombre, par l'obscurité. Laura Carter dira par la suite qu'en fait, elle ne semblait pas vraiment hostile et de manière surprenante, qu'elle a intuitivement compris qu'elle est venue pour l'avertir de ne plus jouer avec la planchette et de ne plus jamais contacter les défunts. Bon, on peut évidemment penser que cette jeune fille a peut-être fait un cauchemar, mais un enquêteur et un ufologue, plus exactement, parce que vous avez compris que ça ressemblait à un Bigfoot, tout ça, eh bien, un enquêteur venu l'interroger, elle va déclarer avec vigueur que c'était pas le cas, et qu'au contraire, elle était très bien réveillée, que c'est très bien ce qui s'est passé. Heureusement pour elle, la créature simiesque ne se manifestera plus par la suite. D'une certaine manière, on peut dire que cette joueuse de Ouija s'en est plutôt bien tirée. Inutile de préciser que l'aventure l'a suffisamment marquée, en tout cas refroidie, pour qu'elle n'ait jamais plus envie, mais jamais plus de sa vie, de recommencer à jouer avec ce truc-là. Et puis alors, il va y avoir une histoire absolument incroyable qui va concerner des militaires. Vous allez voir, c'est surréaliste. En novembre 1989, 6 jeunes analystes du renseignement de l'US Army, tous titulaires d'une accréditation au plus haut niveau du secret défense, rien que ça, et ils sont basés en Allemagne de l'Ouest, ils vont avoir l'idée de tenter de communiquer avec l'au-delà. Mieux encore, ils veulent vérifier de quoi ça retourne, alors ils vont se lancer. Hein. Alors ils vont s'essayer au tarot tout d'abord, mais ça marche pas. Et comme tant d'autres, un petit coup de planchette ne peut pas faire de mal, et on va aller y voir. Les esprits vont aussitôt se manifester et leur prédire que pour l'année 1990, un grave tremblement de terre va dévaster l'Iran et qu'il y aura la guerre du Golfe. Encouragés par ce résultat, les soldats vont multiplier les contacts avec l'invisible. Et effectivement, il va y avoir la guerre du Golfe.
Et au mois de mai 1990, alors que cette guerre du Golfe fait déjà rage, la planchette va leur transmettre divers messages plutôt alarmants. Ces messages les préviennent de l'imminence d'une catastrophe mondiale annonciatrice de la fin des temps. Les esprits vont aussi leur conseiller de quitter l'armée au plus vite, car ils n'ont plus rien à faire ici, dit la planchette. Ceci, il faut qu'ils préparent la population à l'apocalypse. Allez, allons-y. Qu'ils s'annoncent parce que ça va faire mal et ça sera dans les 5 années qui suivent. Bon. La planchette va leur prédire aussi l'arrivée de séismes absolument affreux, l'explosion du mont Rainier, l'anéantissement de New York suite à une fuite de gaz massive, des émeutes raciales à n'en plus finir un peu partout dans le pays, ainsi que l'effondrement économique et financier des États-Unis. Tant qu'à faire aussi, les esprits vont les aviser de l'imminence du retour de Jésus sur terre, comme la croyance des fondamentalistes chrétiens veut que le Christ revienne avant le chaos final, sachant qu'à ce moment, seuls les meilleurs seront emmenés au ciel. Eh bien, ces soldats, qui sont tous de confession chrétienne, vont décider de se préparer en conséquence. Ils sont bien décidés à remplir la lourde mission dont l'invisible les a investis, et pour ce faire, ils suivront à la lettre les instructions données par la planchette. On se pince pour y croire. Et lorsqu'un grave séisme va ravager l'Iran, en juin 1990, eh ben, ils comprendront qu'il s'agit du signe et qu'ils n'ont plus de temps à perdre et qu'il faut vite passer à l'action. C'est ainsi que le 3 juillet 1990, après s'être fabriqué de faux papiers de permission, ils vont embarquer à Munich sur un vol commercial régulier qui va les ramener aux États-Unis et très exactement à Atlanta. De là, ils vont rejoindre des amis à Gulf Breeze, dont une médium qui n'est rien de moins que la petite copine d'un des soldats déserteurs, et ils se feront arrêter 5 jours plus tard, malgré les promesses des esprits qui leur avaient dit que ça se passerait bien, bah ça se passe pas si bien que ça. Et après avoir été rétrogradés au plus bas de l'échelle de l'armée, tous la quitteront. La plupart ne vivront plus par la suite que de petits boulots, alors qu'ils étaient promis à une carrière brillante dans le renseignement militaire. Du manipulateur que les esprits du Ouija, tu meurs. Enfin, en tout cas, leur vie a été fracassée. Et puis alors, il y a encore plus grave, c'est qu'il y a eu des crimes suite à des parties de Ouija. Vous allez voir comment, et pas qu'une fois, hein. Au début de l'automne 1929, 2 Amérindiennes Sénèques de la nation iroquoise, qui vit dans la réserve de Catagorus près de Buffalo, dans l'État de New York, décident de faire une petite séance de Ouija. La plus ancienne des deux, Nancy Bowen, qui est âgée de 66 ans, est herboriste et guérisseuse tribale. L'autre femme, Lila Jimerson, est âgée de 36 ans, elle est enseignante. Et il se trouve que le mari de Nancy Bowen, qui est également un guérisseur tribal, est décédé récemment dans des conditions mystérieuses. Et donc, elles ont décidé, ces 2 femmes, d'interroger les esprits pour tenter de savoir ce qui aurait pu lui arriver. Et pourquoi il serait mort. La planchette va révéler qu'il a été assassiné par une certaine Clotilde, dont la description physique va être donnée. Elle va aussi donner, la planchette, l'adresse de la personne qui vit dans une maison à Riley Street, qui se trouve à Buffalo. Et cette Clotilde n'est autre que l'épouse d'Henri Marchand, un célèbre sculpteur parisien qui avait étudié avec le célèbre Rodin et qui vivait le plus souvent dans la réserve afin d'étudier la culture autochtone. L'artiste avait déjà dessiné des portraits d'Amérindiens absolument remarquables, qui étaient d'ailleurs exposés au musée d'Albany. Lila Jimerson a aussitôt fait le rapprochement grâce à la description et les détails précis donnés par les esprits. Donc, elle a repéré quelque chose qui est quand même pas banal. Donc, bah oui, le pas banal, c'est que c'est la femme de l'artiste, donc Clotilde Marchand. Et Clotilde Marchand, c'était une artiste peintre, elle également, reconnue, dont l'œuvre était appréciée, mais qui avait pas du tout le succès de son mari, hein. Elle a vécu, elle aussi, tout au début de l'arrivée dans le coin de la famille sur la réserve, avec ses 4 enfants. Elle a fait les portraits de Lila Jimerson, qui a servi de modèle d'ailleurs, et les 2 femmes se connaissaient depuis 10 ans. Toujours est-il que dans les jours qui vont suivre la séance de Ouija, Nancy Bowen va commencer de recevoir des lettres signées d'une certaine Madame Doulet, qui va dévoiler peu à peu des éléments de la mort mystérieuse de son mari, qui s'appelait Sassafras Charlie Bowen.
et cette Doulet dit connaître tous les secrets de son décès. Et dans ses missives, elle exprime clairement qu'il est question de sorcellerie et de magie noire, et Clotilde Marchand est clairement dénoncée comme étant une sorcière qui a lancé une malédiction sur Nancy Bowen et son mari, rien de moins. L'une des lettres précise aussi que Clotilde Marchand aurait tué beaucoup d'Amérindiens, de Blancs également, qu'elle aurait aussi préparé une effigie, une poupée à l'effigie de Nancy Bowen. Et Nancy Bowen comprend donc qu'elle est dans le viseur de la Française et que sa vie est en danger. Donc, elle va réagir. En plus, ça l'étonne pas, parce qu'elle a souvent vu Madame Marchand cueillir des champignons dans la forêt. Et ça, c'est une coutume bien française, bah, chez les autochtones, ça ne l'était pas. Et à l'époque, on croyait que ils appelaient les Amérindiens, en tout cas les Iroquois, appelaient les champignons ces étranges légumes infernaux. Bah oui. En tout cas, ça va pas se passer comme ça, et Madame Marchand n'aura pas sa peau. Nancy Bowen se l'est juré. Elle va donc aller de ce pas acheter un marteau et du chloroforme, et elle va passer à l'action. Le 7 mars 1930, elle va se rendre à Buffalo et elle est carillonnée à la porte de Madame Marchand, qui était dans sa tête l'infâme meurtrière de son mari. Inconsciente du danger, la pauvre artiste va ouvrir la porte, est un peu surprise de voir cette vieille femme devant sa porte qu'elle connaît. Mais enfin, elle va la recevoir aimablement et Nancy Bowen va aussitôt pointer sur elle un droit accusateur en la traitant de sorcière, et dans la foulée, elle va l'assommer d'un grand coup de marteau asséné sur la tête, lui fourrer un chiffon imbibé de chloroforme dans la bouche afin d'être sûre qu'elle ne va pas s'en sortir. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Et le cadavre de la pauvre Madame Marchand sera découvert par son fils Henri Marchand Jr., qui est âgé de 12 ans et qui revient de l'école. Donc c'est absolument effroyable. Les policiers de Buffalo vont immédiatement réagir et apprendre, en interrogeant les voisins, qu'ont été vus dans les parages à l'heure supposée du meurtre 2 femmes autochtones. L'enquête va révéler aussi que Lila Jimerson était la maîtresse d'Henri Marchand depuis 1922, et qu'au moment où Nancy Bowen commettait son meurtre, elle était ni plus ni moins faire une petite balade en voiture avec Henri Marchand. Pas mal, histoire de détourner l'attention. Enfin bon, bref. La presse va faire évidemment ses choux gras du meurtre et retourner l'histoire. En fait, la sorcière, ça n'est pas Madame Marchand, c'est Nancy Bowen. Et à cette occasion, va y avoir une flambée de racisme contre les autochtones, et en particulier à l'égard des Iroquois. Ça va pas être brillant, cette histoire. Enfin bon, bref. Lors du procès, Nancy Bowen va affirmer avec force, la main sur le cœur, et très sincèrement, qu'elle a été contrainte par les esprits de la planche Ouija de tuer la Française, que ses forces surnaturelles ne lui avaient pas laissé le choix. Elle va avouer par la même occasion avoir fait de la magie, lancé des sortilèges pour la tuer, mais comme ça n'a pas marché, s'est rabattue sur une méthode beaucoup plus efficace, à savoir le bon coup de marteau sur la tête. Devant les juges, Henri Marchand va se distinguer par son arrogance, il va reconnaître avoir une liaison avec Lila Jimerson, il va prendre ça de très haut. Tant qu'à faire, il va aussi s'épancher sur ses multiples liaisons avec des femmes autochtones, en soulignant que c'était par nécessité professionnelle. Il agissait ainsi parce que, comme ça lui permettait de mieux connaître la culture amérindienne. Intéressant quand même. En tout cas, il dira que sa femme défunte était effectivement au courant de ses petites manies et qu'elle était évidemment consentante. Ça, c'est peut-être une autre histoire. Lila Jimerson sera également pointée du doigt, mais oui, c'est elle l'instigatrice du meurtre. La jalousie est le mobile, elle a été manipulée par Nancy Bowen. Son avocat, évidemment, évoquera le crime passionnel. En attendant, un incident va se produire. Atteinte de tuberculose, Lila Jimerson va s'effondrer dans la salle d'audience, après avoir reconnu quand même le meurtre au 2e degré. Le procès va être ajourné pendant un temps, le temps qu'elle se soigne, puisqu'elle va être hospitalisée de longs mois. Donc un second procès aura lieu l'année suivante, et cette fois, Lila Jimerson, qui a repris du poil de la bête, se rétracte. Elle clame son innocence. Elle n'y pouvait rien si Nancy Bowen avait décidé de tuer Madame Marchand. C'est pas elle qui l'a incité. L'autre, elle a entendu les esprits et puis elle s'est décidée toute seule. Hein. On l'a pas forcée, elle l'a pas forcée.
Et puis elle va dire aussi, elle va carrément, dénoncer son amant Henri Marchand, en disant que c'est lui qui l'a influencée, qu'elle a été une pauvre victime qui a été manipulée par ce sinistre individu. Enfin bref, on part dans un vaudeville assez sinistre. Bah, d'ailleurs, il se pourrait qu'elle ait pas tort, cette dame, puisqu'Henri Marchand, bah, il va être très fort. C'est vrai qu'entre les 2 procès, il s'est remarié, dites donc. Et avec qui, vous allez voir? Avec la nièce de sa femme défunte, qui a 18 ans. Quand même spécial le bonhomme, hein. Et il va pas se gêner pour déclarer à l'audience, qu'il en avait plus que marre de sa Clotilde, que bah, complètement, affreux, un bonhomme affreux. C'était carrément diabolique, les gens sont restés complètement effarés. Il était froid comme un serpent, manipulateur, déterminé, aucune empathie, aucune culpabilité, et on apprendra aussi dans le même temps qu'une rumeur a circulé qui était quand même, assez forte, hein, disant que, bah, il avait essayé auprès d'autres femmes autochtones de les influencer, pour régler son compte à sa détestée Clotilde. Enfin, sinistre individu. Au final, il aura pas de soucis. Il va être en détention, enfin en détention provisoire, on va le mettre un peu en détention provisoire, mais pour longtemps, hein, il sera pas condamné. Ce sera le temps de l'issue du procès, parce qu'il y a eu quand même un petit truc. Lila Jimerson sera acquittée. Seule Nancy Obawan va être condamnée à la prison. Mais comme elle a été reconnue d'homicide involontaire et non de meurtre, bah, ça sera pas ça sera très court, hein. Puis comme elle a été en détention bah, jusqu'au deuxième procès, et bah, elle sera relâchée puisqu'elle a déjà purgé sa peine. Donc voilà, où mène le Ouija. Bah, si on y regarde bien les esprits qui se sont manifestés par le biais de la planchette, bah, je pense qu'ils n'ont fait qu'appuyer sur le bouton d'une situation qui était bien en place, hein, d'un décor qui était bien en place pour provoquer le drame. En tout cas, influence ou pas du Ouija, bah, on peut se poser toutes les questions du monde. Et dans les années 30, il va y avoir un autre meurtre directement lié à l'influence du Ouija. Une certaine Mattie Turley, qui est une adolescente de 15 ans, va tirer 2 coups de fusil à bout portant sur son père après l'avoir accompagné pour traire les vaches. Elle dira dans un premier temps l'avoir tué accidentellement, puis elle va finir par avouer en fait qu'elle avait joué à la planchette Ouija avec sa maman, qui s'appelle Dorothea. Toutes 2 y jouaient d'ailleurs régulièrement et que la planchette, leur ayant ordonné de tuer le papa, bah, elle a fait qu'exécuter les ordres. Voilà. On saura tout de même que Dorothea avait quand même un amant et puis qu'elle était bénéficiaire d'une assurance vie souscrite par le défunt. Mais enfin bon, le tribunal va condamner Dorothea à une peine de 15 ans, mais la sentence sera annulée par la Cour suprême de l'Arizona, donc elle fera rien du tout. Et quand elle fout pratiquement rien, puisqu'elle a été détenue très peu de temps, quant à sa fille, bah, c'est elle qui prendra tout, hein, pour victime de sa crédulité et de l'influence de sa mère, et peut-être de la planchette, hein, et ben, elle sera placée en maison de correction. Donc vous parlez d'un début de vie. Merci Louis-Jean. Et alors, il y a une autre histoire, à la fin de l'année 2007, à West Richard, dans l'État de Washington, un certain Joshua Tucker, qui est âgé de 16 ans, va soudainement égorger une jeune fille qui s'appelle Elizabeth Sheshlin, qui est âgée de 13 ans et qui est la sœur d'un de ses copains qui s'appelle Donald Sheshlin, pardon. Cette gamine parle au téléphone et d'un seul coup, bah, ça va se gâter puisque le jeune Joshua Tucker va lui sauter dessus et l'égorger. Voilà. Donc qu'est-ce que son frère et lui sont en train de nettoyer le sang, vite fait, hein, après avoir planqué le cadavre. Lorsque la mère de famille, Madame Schalchlin, va arriver, et elle va être surprise évidemment, et ben Tucker va ni une ni deux la poignarder et la tuer froidement. Mais pas qu'un coup, hein, plusieurs coups de couteau. Et bon, ça sera terrible. La mère de Joshua Tucker est effondrée, évidemment, et elle va pas hésiter à déclarer que son fils est possédé par le diable. Et d'ailleurs, ça pourrait bien être le cas, puisque l'enquête de police va déterminer que Joshua Tucker et Donald Shulkin étaient des adorateurs de Satan. Ils étaient quand même jeunes, hein, et qu'ils jouaient frénétiquement et en permanence à la planchette Ouija. Durant le procès, Joshua Tucker se montrera souvent souriant, impassible, il s'en fout. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la photo, tranquille, hein.
On saura que peu avant de commettre les 2 meurtres, les adolescents avaient pour la énième fois demandé aux esprits s'ils deviendraient des serial killers, bel avenir, et la tablette avait répondu: «Oui». Et puis simplement aussi derrière le mot «maman» et ça avait déclenché la boucherie et le passage à l'acte en tout cas. Le frère adoptif de Joshua Tucker dira que celui-ci souffrait de problèmes mentaux, qu'il était d'une saleté repoussante, d'une violence rare, qu'il avait fait des dizaines de tentatives de suicide et qu'il était certain que la planchette Ouija n'avait pas arrangé les choses. Mais alors, il y a un autre crime qui est absolument incompréhensible, vous allez voir, dont je vais vous parler, que qui s'est passé le 11 février 2011 aux États-Unis également. Carol Sue Elvaker, pardon, une habitante de Minco dans l'Oklahoma, est âgée de 53 ans et elle a passé la soirée à interroger les esprits avec sa petite planchette Ouija. Ce soir-là, sa fille, qui s'appelle Tammy Roach, était venue lui rendre visite avec ses 2 petites filles. Et l'enquête va révéler que Carol Elvalker avait reçu la mission via sa planche Ouija par Dieu en personne, dira-t-elle, qui lui avait enjoint d'assassiner Brian Roche, qui n'était autre que le mari de sa fille. Cet homme charmant n'avait que 34 ans, il avait été élu maire de sa petite bourgade à l'âge de 19 ans, il était aimé et apprécié de la population, et là, il va être tué par sa belle-mère dans des conditions absolument atroces. Afin de la motiver pour passer à l'acte, l'entité avait convaincu Carol Elvalker qu'elle était vraiment Dieu en personne, que c'était Dieu qui lui parlait. Et Dieu lui avait annoncé que l'homme, son gendre était absolument maléfique et dangereux, qu'il fallait absolument le tuer. Et c'est ainsi que ni une ni deux, eh bien la quinquagénaire va se précipiter dans la cuisine pour saisir un grand couteau, et elle va foncer chez son gendre en disant à sa fille, à ses petites filles, allez, venez, on va aller le tuer. C'est absolument sidérant, parce que ni sa fille, ni ses petites filles ne vont s'interposer. Elles sont complètement figées, elles suivent le mouvement, elles sont zombifiées. Et donc elles vont arriver là où dort, dans leur maison. Hein, et là, on va monter à l'étage et Carole Elvaker va tuer son gendre en le lardant de coups de couteau sous les yeux de sa femme, Tammy Roche, qui est donc la fille de la meurtrière. Ça va être une boucherie sans nom. Le pauvre va se débattre, il va supplier et il va mourir. Hein. Ça va être d'une violence absolument épouvantable. Tout à sa folie meurtrière, Carol Elvalker va également tenter de poignarder dans la foulée sa petite fille de 10 ans, à l'ennui. Et cette fois, c'est sa fille Tammy Roche qui va sauver la vie de sa fille en parvenant à se saisir du couteau que la grand-mère menace dont la grand-mère menace sa petite fille. Suite à cela, Carol Elvalker va ordonner à sa fille et à ses petites filles de monter en voiture avec elle, ce qu'elles vont faire. Quelques minutes plus tard, cette femme qui est prise de folie va foncer pied au plancher sur un panneau publicitaire. Bon, va y avoir un gros accident. Elle va être grièvement blessée, Caroline Walker. Elle a 2 chevilles brisées. Et pourtant, elle va sortir de la voiture sans aucune difficulté, continuer à marcher pour aller se jeter sur son autre petite fille, une adolescente de 15 ans, comme je l'ai dit, qu'elle va tenter de jeter sous une voiture de passage. Elle hurle à ce moment-là que cette gamine est aussi magnifique que son père. C'est complètement fou. Heureusement, elle va rater son coup. Mais alors, elle va quand même trouver la force de s'enfuir en courant, les 2 chevilles cassées. Hein. En dépit, c'est des blessures graves quand même. Ça dépasse l'entendement, il faut bien le dire. Si on peut penser que c'est diabolique. En tout cas, à l'issue de son procès, durant lequel elle va expliquer inlassablement son geste, elle va parler de la mission sacrée que Dieu lui a confiée. En entendant ça, au final, on va se dire elle est complètement cinglée, si bien que le juge va décider de son internement dans un hôpital psychiatrique. Eh bien, il faut savoir que cette femme, auparavant, ne souffrait d'aucune addiction, alcool ou drogue, d'aucun dérangement psychiatrique.
C'était une femme vraiment une ménagère sans histoire. Sa démence soudaine l'a menée à connaître le pire. La cause en est inexpliquée, sinon peut-être par une cause, irrationnelle, surnaturelle, qui pourrait être bien cette planche Ouija. En tout cas, c'est complètement fou. Et alors, il y a des cas plus récents. En juin 2014, 3 Américains âgés de 16 à 23 ans, Alexa Huerta et son frère Sergio, ainsi que leur cousin Fernando Cuevas, sont au Mexique, à San Juan Tlacotenco, enfin bon, on s'en fout d'ailleurs, San Juan, hein, San Juan. Ils décident de passer le temps en usant d'une planchette Ouija pour interroger les esprits. Et soudain, la grande stupeur des jeunes gens, leur jeune amie va soudain changer de voix, elle émet des grognements comme un cochon, elle semble en transe et elle se débat. Son frère et son cousin tentent de la calmer, mais voici qu'à leur tour, ils sont pris de tremblements, de spasmes musculaires absolument incontrôlables. Leur vue baisse, ils deviennent sourds, pire encore, ils sont victimes d'hallucinations. Pour eux, le phénomène sera ponctuel, mais pour Alexandra, ça va pas être la même chose, puisqu'elle est manifestement sous une emprise démoniaque. En découvrant le désastre, sa tutrice légale, puisqu'elle est orpheline de père et de mère, va avoir pour premier réflexe de vouloir prévenir l'exorciste pour la faire se libérer de ce qui l'emprisonne, hein. Et contre toute attente, l'exorciste de la ville va lui dire il n'en est pas question, l'adolescente n'est pas assez pratiquante, elle venait pas à la messe, donc je me déplace pas. Finalement, elle finira à l'hôpital psychiatrique, comme les deux autres d'ailleurs, et les médecins constateront que c'est Alexandra qui est la plus agitée. Elle continue de grogner avec une voix qui n'est pas la sienne, qui est absolument gutturale et très inquiétante. Le personnel hospitalier aura bien du mal à la calmer, à lui dispenser les soins nécessaires. On apprendra plus tard la vérité. Avant de se lancer dans la séance de Ouija, les jeunes gens avaient aussi consommé un thé dans lequel ils avaient fait infuser les fleurs de Brugmansia, qui est une plante toxique surnommée trompette des anges, destinée à soigner les douleurs inflammatoires en Amérique du Sud. Et elle est par ailleurs connue pour provoquer des hallucinations visuelles et auditives, si on en abuse. Serait-ce cette plante qui aurait causé le problème, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Ouija aussi? Moi, je pense qu'il y a les deux, probablement, qui ont interféré, hein. En tout cas, c'était pas joli à voir. Mais le plus sidérant dans cette histoire, c'est que la tutrice va avouer que finalement c'est elle-même qui a donné la planchette à la gamine, à la jeune fille, et qui a fourni la plante. Elle disait qu'elle espérait ainsi qu'elle pourrait communiquer avec ses parents qui lui manquaient beaucoup. Voilà. Alors bon, que voulez-vous dire? En 2016, au Pérou, va y avoir un incident au collège Elsa Perea Flores à Tarapoto. Une petite bourgade qui, alors vraiment, n'a jamais aucun problème, hein, où il n'y a pas d'histoire. Et là, ça va être surréaliste. Le 29 avril 2016, des jeunes adolescents, filles et garçons âgés de 11 et 14 ans, vont être soudain pris de vomissements, de malaise et s'évanouir les uns après les autres. Certains souffrent aussi de violentes contractures musculaires, de spasmes, de convulsions. De leur bouche s'écoule une sorte de mousse. Ils délirent, ils semblent affreusement terrifiés, comme s'ils souffraient d'hallucinations. Tous seront finalement évacués en urgence vers l'hôpital de la ville où les premiers examens ne révéleront pas d'intoxication alimentaire et pas de prise de drogue non plus. Ils n'ont pas pris de drogue. Impossible pour eux de poser un diagnostic, ils vont se borner à parler d'hystérie collective. Et il n'empêche que dans les jours qui vont suivre, d'autres collégiens développeront des symptômes identiques, de même que 2 enseignants qui vont brusquement s'évanouir. Bon, ça a coupé net. C'est complètement fou. J'en sors pas aujourd'hui. C'est un cauchemar. Bon, j'y vais avant que ça s'arrête, hein. Alors, on reprend. On continue plus exactement. Donc les jours vont passer. Donc on reprend là. Alors les jours vont passer, de nouveaux cas vont encore se déclarer au point que le collège va finir par fermer ses portes. Ce seront en effet près de 80 adolescents qui vont souffrir de maux inquiétants. Celles et ceux qui seront en mesure de relater l'épisode terrifiant qu'ils ont vécu évoqueront unanimement l'apparition d'un homme barbu et de haute stature, tout de noir vêtu, qui les a poursuivis et a essayé de les étrangler.
Certains qui étaient pourtant à leur côté ne se souviendront de rien, de strictement rien, et même pas d'avoir été physiquement affectés comme s'ils avaient été déconnectés. Pour leur part, tous ceux qui ont assisté impuissants à ces scènes impressionnantes confirmeront avoir vu plus d'une victime se débattre et suffoquer en se tenant la gorge comme si ils tentaient de se délivrer de mains invisibles qui leur serraient le cou, qui étaient en train de les étrangler. Par la suite, on va finir par apprendre qu'un groupe de collégiens avait utilisé une planchette Ouija pour tenter de communiquer avec des défunts dont ils avaient appris que les cadavres se trouvaient ensevelis sous le sol du collège. Des ossements humains avaient en effet été trouvés lors de la construction de ce collège, hein, et il s'était dit à l'époque qu'il s'agissait de ceux de victimes exécutées par la mafia locale. En 2017, le Pérou encore va connaître un nouvel épisode tragique lié à la pratique du Ouija, le 17 septembre 2017. Un petit groupe d'adolescentes qui poursuivent leur scolarité au collège San José de Samaruro décide de s'offrir une petite partie de Ouija après le déjeuner. Allons-y. C'est la fille d'une enseignante de l'établissement ou d'un enseignant, je ne sais pas exactement, qui a amené la planchette. Et tant qu'à faire aussi un livre de magie noire, bah oui, autant rigoler un bon coup, hein, et la séance va mal tourner, évidemment, puisque les gamines vont en effet se mettre soudain à pousser des cris stridents. Certaines vont se montrer d'une agressivité extrême, les professeurs vont pas réussir à les calmer, le collège va être fermé, du coup, durant une semaine. Pour expliquer leur comportement, on va évoquer une crise d'hystérie collective. Parfois, certains vont aller vers le phénomène de possession. Voilà. Et c'est pas fini parce qu'il va y avoir en Colombie également en 2017, le 16 février 2017, au collège Strato dell'Oro à Choco, eh bien, un gamin de 11 ans va trouver amusant de jouer durant la récréation avec une application de Ouija téléchargée sur son téléphone portable. Assez rapidement, lui-même et d'autres élèves vont afficher un comportement inquiétant. Ils vont soudain se mettre à hurler et à se battre sans raison. La direction ignore de quoi il s'agit et de quoi il retourne. Elle ne veut pas de troubles dans son établissement, donc elle décide de renvoyer les fauteurs de troubles chez eux. L'ennui, c'est que le lendemain, la situation va empirer au sein du collège, et pas n'importe comment. En plus des bagarres qui éclatent soudainement, certains élèves sont désormais pris de convulsions et se roulent par terre. D'autres ont les yeux qui se révulsent. La plupart poussent des cris déchirants et s'expriment même parfois avec des voix différentes. Il y en a qui se plaignent aussi d'entendre des voix dans leur tête, dont ils disent que ce sont celles du diable. Ce qui est sidérant, c'est que la plupart de ceux qui les approchent semblent être quasi systématiquement contaminés. À leur tour, voilà qui tombent dans les mêmes états. Le personnel de l'école, qui pensait au départ avoir affaire à une crise d'hystérie, va se mettre à paniquer, évidemment. On saura que les gamines qui sont restées chez elles, confinées, sont déchaînées. Elles hurlent à leur mère que le démon va les emporter. Des prêtres vont être finalement appelés à la rescousse. À force de prières et d'exorcismes, ils vont finir tant bien que mal à maîtriser la situation, à peu près, hein. Ça sera en tout 24 adolescents âgés de 12 à 18 ans qui auront été victimes de ce jeu dangereux. À la suite de cet incident dramatique, l'évêque local va lancer publiquement des mises en garde à la population, rappelant que les cas de possession se multiplient depuis un temps au sein des écoles du pays, du fait de ces maudites planchettes Ouija et des applications sur les téléphones portables, qui sont téléchargés sur smartphone, iPhone, tout ce que vous voulez. Donc il faut absolument mettre un terme à ce type de pratiques hautement dangereuses, disent les religieux. La France n'a pas été épargnée puisque nombre de collégiens ont été surpris à jouer à ce jeu dangereux durant les heures de récréation, si bien qu'à l'automne 2019, va y avoir un incident. Une séance de Ouija va mal tourner au collège d'Orthez et des élèves vont présenter des signes de possession avérés qui vont contraindre les familles à faire appel à un exorciste. Vous voyez? Et puis, maintenant c'est l'ère du smartphone, donc on n'a plus besoin de la petite planche et on y va avec le smartphone. Donc, on trouve des applications de toutes sortes maintenant, y compris les plus toxiques. Et c'est ainsi que durant un week-end d'octobre 2015, à Chosica, au Pérou, Patricia Crispé, âgée de 18 ans et deux copains, ils s'ennuient ferme. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour passer le temps, hein? On va s'amuser un peu. Et avec quoi, je vous le demande? Le Ouija.
Et c'est ainsi que les garçons vont convaincre cette jeune fille de télécharger sur son appareil l'application du jeu de Ouija. Après cela, tout le monde va rentrer chez soi. L'ennui, c'est que la jeune fille commence à aller mal. Quelques heures plus tard, ses parents vont constater avec horreur que de l'écume s'échappe de sa bouche, avant qu'elle ne soit soudain prise de violentes convulsions. Les pauvres gens vont d'abord penser à une intoxication alimentaire, à moins qu'elle ne se trouve sous l'emprise de stupéfiants. Ils vont donc téléphoner aux deux gamins, deux ados avec lesquels elle se trouvait dans l'après-midi, pour savoir ce qui a pu se passer. Les jeunes gens vont dire qu'il n'y a pas eu de drogue qui a été prise, ils comprennent pas du tout. On va la transporter à l'hôpital, elle va arriver dans un état d'agitation extrême. Elle va se débattre avec une force si phénoménale que les médecins et le personnel mettront au moins une demi-heure avant de parvenir à la maîtriser et à lui prodiguer les premiers soins. Entre deux crises de convulsions, elle réclame son smartphone à ses parents, tout en les suppliant de l'emmener ailleurs. Elle hurle à plein poumon que les médecins ne savent pas ce qu'ils font. À d'autres moments, elle répète inlassablement le chiffre 666 pour ensuite supplier au diable de la laisser tranquille, le diable de la laisser tranquille. Lorsqu'elle semble sous emprise démoniaque, elle semble sous emprise démoniaque évidemment, sa voix n'est plus la sienne, elle est rauque et ses membres s'agitent de manière incontrôlable. Et moi j'ai trouvé la vidéo qui est mise sur YouTube de cette Patricia Quispe, Quispe, vous pouvez la voir. Ça dure quelques minutes, mais c'est assez impressionnant. Et on la voit aux urgences de l'hôpital. C'est extrait d'un truc qui passe à la télé. Hein. Et voilà, ça se terminera pour elle dans une unité psychiatrique. Et vous voyez que sur la photo là, que j'ai mise, et bien que on voit qu'elle réclame son téléphone portable, mais sur la vidéo, elle dit 666, c'est très impressionnant. Si elle est vraiment possédée. Donc voilà, elle finira dans une unité psychiatrique, évidemment. Ses deux amis finiront par avouer que durant la séance de Ouija, elle a effectivement invoqué le démon, bah oui, tant qu'à faire, et c'est à ce moment précis qu'elle a soudainement changé d'attitude et commencé à s'exprimer avec une voix différente pour tenir finalement des propos délirants. Donc vous l'aurez compris, le Ouija n'a rien d'un jeu anodin. Sa pratique peut mener à toutes sortes de déconvenues, et ceci dès la première séance. On peut se faire hameçonner dès la première séance. Dans les cas les plus graves, ça se terminera dans une unité psychiatrique, si ce n'est en prison, puisque ça peut amener également au pire, et voire même au cimetière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sembleraient s'être suicidés suite à une pratique de Ouija régulière. Il faut savoir qu'on ne sait pas ce qu'on a au téléphone avec le Ouija et qu'il peut y avoir des entités extrêmement malveillantes et en tout cas démoniaques. Donc à vous de réfléchir avant de jouer à la planchette si le jeu en vaut la chandelle. On prend des risques. Et puis alors, il y a le jeu de Charlie Charlie qui est très à la mode maintenant. Depuis quelques temps, ce nouveau jeu simplifié du Ouija, le Charlie Charlie, fait des ravages. Et en tout cas, tout le monde s'amuse avec ça. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui s'amusent avec ça dans les cours de récréation, dans tous les pays du monde. Plus discret que la planchette en bois, on peut y jouer avec une simple feuille de papier et des crayons. Lui aussi commence à poser de sérieux problèmes. Bon, il faut d'abord savoir que Charlie est un démon mexicain dont les yeux seraient rouges et noirs. Et pour l'appeler, il suffit de poser en croix deux crayons sur une feuille de papier où sont écrits oui et non. Et si après qu'on ait posé la question Charlie, es-tu là, l'un des crayons bouge et que sa pointe retombe sur le oui, vous pouvez être sûr qu'il est dans les parages. Voilà, c'est ce qui se dit. Ceux qui souhaitent l'interroger vont alors poser leurs petites questions et a priori, ça semble pas bien méchant. Mais il s'avère le plus souvent que ça dégénère et que on a à peu près les mêmes conséquences, même si c'est apparemment moins grave qu'avec la planchette Ouija. Il suffit de visionner certaines vidéos sur Twitter ou sur TikTok et d'autres réseaux sociaux pour se rendre compte que ça peut dégénérer, ce genre de partie de Charlie Charlie. Beaucoup de jeunes, vous les trouverez en larmes désespérés, en rapportant ce qui leur est arrivé. D'autres sont en panique. Et pour éviter cela, les adeptes de ce passe-temps pressentent qu'il ne faut surtout pas oublier de dire au revoir à Charlie à la fin de la séance et de casser les crayons, sinon on risque d'avoir des ennuis. Et puis, j'ai trouvé d'autres exemples de Charlie Charlie, de séances de Charlie Charlie qui ont mal tourné. Cherchant, une maman singapourienne a rapporté à la presse locale ce qui est arrivé à son fils. Lui se trouvait dans son école, dans son collège.
Il était à la cantine avec un copain, quand d'un seul coup, ils ont entendu des hurlements qui venaient de l'autre côté de la cantine. Ils vont aller voir ce qui se passe. Ils vont trouver un groupe de gamins serrés les uns contre les autres, l'air terrifiés. Ils pleurent à chaudes larmes. Et ils ont avoué qu'ils étaient en train de jouer au Charlie Charlie. Mais les choses ont empiré. 1 heure plus tard, de plus en plus d'élèves pleurent, ils sont effrayés, ils vont quitter l'école, tandis que d'autres se tordent de douleur et se plaignent de maux de ventre. Le directeur adjoint du collège va réunir les élèves dans une salle pour tenter de les rassurer, de les calmer. Il va leur expliquer que des scientifiques ont démontré que le démon n'existait pas. Le démon mexicain Charlie Charlie, ben, c'était une blague. Et il va dire aux mômes de ne plus jouer avec ça. C'est un jeu idiot et finalement les choses vont se calmer. Alors hystérie collective peut-être. En tout cas, au mois de mai 2015, ça s'est moins bien passé dans un établissement scolaire de la République dominicaine, puisque 4 élèves ont dû être hospitalisés en urgence. Ils étaient terrifiés, ils hurlaient de peur, ils déliraient, il y avait des convulsions. Et aussi, on a repéré sur leur corps des bleus inexplicables, ce qui est quand même pas très agréable, hein, voilà. Même chose dans un collège de Trinidad où la situation va se compliquer à l'occasion d'un jeu de Charlie Charlie. Des chaises vont se mettre à léviter et puis ça va provoquer la panique des élèves. De nombreux incidents d'ailleurs se sont produits dans les Caraïbes du fait du jeu de Charlie Charlie. Des enfants ont été victimes de malaise, de convulsions et de délire. Un gamin a même tenté de sauter d'un bus en marche alors disant qu'il était poursuivi par Charlie Charlie. Une mère de famille d'Ajman dans les Émirats arabes va rapporter, parce que vous voyez, il y en a partout dans le monde, hein, à la presse que son fils lui a avoué avoir joué à quelques reprises à ce jeu après qu'un soir, alors qu'il travaillait dans sa chambre, il en soit sorti terrorisé. Il lui a tout avoué et il lui a dit qu'il avait entendu, alors qu'il était en train de travailler, un rire absolument terrifiant. Et il lui a dit, bah, je joue à Charlie Charlie. À Telezio, en Italie, j'en terminerai avec ça. Un directeur d'école primaire dépassé par la panique qui régnait dans son établissement à la suite d'une séance de Charlie Charlie, qui avait dégénéré évidemment, s'est résolu à appeler en urgence un exorciste. Et l'exorciste en question a déclaré un peu plus tard à la presse que la situation était extrêmement grave et que le problème ne concernait pas que cette petite école primaire, mais toute l'Italie. Rappelant que le Charlie Charlie n'est pas un jeu et qui ouvre la porte à la possession démoniaque. Voilà. Donc, moi, je vous dis ce que j'en pense. Je peux dire une chose, c'est que moi, j'ai quand même vu une fois, dans l'exercice de mes fonctions anciennes, une personne, un chef d'entreprise, qui est venu me voir complètement dans les ennuis les pires, à toute la nuit d'ailleurs, personnels et professionnels. Et il m'a avoué, en pleurant, et complètement désespéré, qu'il avait pris pour habitude de jouer à la planchette Ouija. Cet homme a tout perdu, vous entendez? Voilà. Donc, il m'a dit surtout, ne jouez jamais à ça. Alors, il y a l'histoire du verre aussi qui se balade devant des lettres. Ça provoque exactement les mêmes effets. J'ai vu une seule séance dans ma vie à laquelle j'ai participé quand j'avais 21 ans. J'ai jamais recommencé depuis. Et j'ai d'ailleurs recommandé à des gens de ne plus faire ça. J'ai vu ce qui se passait. Il y a une fille on était 4. Il y a une fille qui s'est mise à hurler. On n'arrivait pas à la remettre. Ensuite, on a arrêté tout. On a été faire un tour. Ça se passait dans les beaux quartiers à Neuilly, vous voyez. Et puis on s'est retrouvés au milieu d'un rond-point. Qu'est-ce qu'on foutait sur le rond-point, au milieu du rond-point? C'était un grand rond-point avec un jardin au milieu. On était au milieu de tout ça, et d'un seul coup, eh bien, est tombé du ciel un œuf frais, à la verticale, là, comme ça, et ça a atterri devant moi. Je me suis demandé de quoi on était sidérés et terrifiés en même temps. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que c'était pas un œuf frais qui pouvait être lancé, parce qu'il serait arrivé de côté, il serait pas arrivé comme s'il était tombé du ciel. Ben voilà ce qui s'est passé. Alors je peux vous dire, moi ce genre de truc, et vous voyez, j'ai 69 ans maintenant. Ça fait des années que c'est arrivé, cette histoire, ça fait une cinquantaine d'années. Un peu moins d'une cinquantaine d'années, mais bon, j'ai pas oublié, je n'ai jamais rejoué à ça, et je déconseille formellement de continuer à jouer à ça. Voilà. Donc vous en faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des forces démoniaques derrière tout ça. Il n'y a pas que ces pratiques-là. Il faut faire très attention. Et en ce moment, nous sommes dans des temps où je suis absolument convaincue que des forces contraires soufflent très fort.
et qu'il vaut mieux éviter de prendre des risques. Donc vous en ferez ce que vous voulez, mais j'ai voulu vous informer. J'avais déjà travaillé le sujet en 2019 parce que avant le Covid, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'irait pas et on voit où nous en sommes à l'heure actuelle. Donc attention, ne t'entende pas les forces contraires. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a intéressé. Je ferai peut-être un petit peu plus joyeux la prochaine fois. On va voir ce qu'on peut faire. Pas forcément d'ailleurs, parce que je suis en train de travailler sur un sujet là. Ça se passe sous Louis XV, mais c'est de l'histoire, mais en même temps quelque chose de pas terrible non plus. Enfin bon, on verra ce qu'on fait. Voilà. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre gentillesse, de votre amitié, de votre générosité, et puis d'avoir fait en sorte que j'ai de plus en plus d'abonnés. Je crois que j'ai passé les 51 000, un truc comme ça. Ça fait beaucoup. Et je m'en réjouis, parce qu'en si peu de temps, c'est super. Voilà. Bon, à bientôt, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous me regardez ce soir, ou demain soir, ou après-demain soir, ou quand vous voulez. Une bonne journée si vous me regardez le jour, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.